Bonjour, c'est Jean-François de Agir et Vivre Enfin et je vous contacte aujourd'hui pour le conseil numéro 36 de Agir et Vivre Enfin qui est de ne pas couper notre lien avec la nature. Alors avant que d'aller plus loin, je vous demande si c'est possible de vous abonner et de liker notre vidéo à la fin si vous l'avez aimé, parce que ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'avancer, de traiter encore plus en profondeur les sujets et d'avoir plus de volume. Voilà, donc ceci étant dit, pourquoi nous faut-il conserver le lien que nous avons avec la nature ? La première fois que j'y ai pensé vraiment de manière profonde, c'est quand j'ai lu, j'étais jeune, un livre où Henri Vincenot, mon écrivain préféré, parlait de son séjour à Paris, parce qu'Henri Vincenot est parti à Paris, il a fait HEC, et en fait il a dit qu'il est tombé très malade à un moment, il se demandait pourquoi, et il s'est rendu compte simplement que c'était parce qu'il s'était coupé de la nature, parce qu'il ne marchait plus dans l'herbe, pieds nus comme il le disait, il ne mettait plus ses sabots, et finalement à chaque fois qu'il avait l'occasion de poser les pieds quelque part, il y avait du bitume, et il n'était pas allé dans les parcs. Et en fait, il était tombé, d'après lui, malade de cela. Et sur le moment, j'avais eu du mal à comprendre cette notion. Mais il y a des fondamentaux qu'il ne faut pas oublier. Et entre autres, les fondamentaux, c'est que l'homme est extrait de la nature, que l'homme, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, était intimement lié à la nature. En effet, si vous regardez, si vous observez la répartition de la population française, vous verrez que tout a basculé aux alentours des années 35-40, époque où on est passé, progressivement on a commencé à passer d'une France rurale à une France urbaine. Et c'est normal puisque les moyens de production changeant, la mécanisation arrivant, rappelons que les deux guerres ont été une hémorragie dans les campagnes, mais aussi qu'on a réquisitionné les chevaux. Certains disent que ça s'est fait exprès pour les remplacer par des tracteurs. Nous sommes arrivés à une situation où on est passé d'une population principalement rurale, de la campagne, à une population urbaine, de la ville. Moi, dans notre village, là, à titre d'exemple, il y avait facilement 5 ou 6 fermes. Et actuellement, sur ces 5 ou 6 fermes, il n'y en a plus qu'une, avec un homme qui gère des dizaines d'hectares, et simplement avec son énorme tracteur. Donc nous sommes passés d'une population qui était en rapport avec la campagne, qui était en rapport avec la terre, puisque à cette époque-là, on n'avait pas encore mis en place le couple engrais-mécanisation, et qu'il fallait beaucoup de monde. Pour vous donner un exemple très simple, la ferme d'en haut de chez nous, la ferme Châtel, la ferme Gournay, a été vendue voilà quelque temps, cette ferme d'une centaine d'hectares, 80 hectares, employait en 47 20 personnes à peu près. Vous aviez la maîtresse de maison, vous aviez le maître, qu'on appelait maître, qu'on saluait en enlevant sa casquette. Je vous invite à écouter le CD de Jean d'Archy. Et vous aviez donc beaucoup de monde à la campagne. Et tous ces gens avaient un rapport avec la terre, avaient un rapport avec la nature. Dans la ferme Châtel, il y avait 2 personnes qui étaient dévolues à l'entretien des haies et des arbres, parce qu'on coupait du bois pour avoir de la chaleur, on coupait du bois pour faire la cuisine, et toute l'année, les personnes, à la main et pas à la machine, à la hache, à la scie, préparaient du bois et préparaient tout un tas d'arbres et les tailler, etc.
Donc il faut se rappeler de ça, hein, se rappeler que, alors certains diront que c'était de l'esclavage, parce qu'il est vrai que à cette époque-là, c'était le contraire de maintenant, c'est-à-dire que maintenant on n'a plus du tout de considération pour les arbres, alors qu'à cette époque-là, pour intervenir même sur un arbre, eh bien il fallait demander la permission au propriétaire, et c'était quelque chose d'absolument, c'était un casus belli si par hasard vous aviez l'occasion de faire quelque chose que vous n'auriez pas dû faire. Si vous interveniez et que vous coupiez un arbre, ça pouvait vous entraîner en tant que métayer, ça pouvait vous entraîner de gros problèmes. C'était un détail. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que nous avons cette relation avec la nature qui a toujours existé, hein. Quand on visite Lascaux, bien on s'aperçoit de cette relation intime avec les animaux. Et ce qui s'est passé, bien entendu, c'est que dans notre société, dans la société dans laquelle nous vivons, eh bien, ce lien avec la nature, nous l'avons supprimé, nous l'avons coupé net, hein, d'un coup de pince coupante, quick. Et nous sommes arrivés finalement dans une situation où l'homme n'a plus beaucoup de rapport avec la nature. Alors ce qui est paradoxal aussi, puisque je me rappelle des paroles d'un collègue qui m'avait accueilli quand j'étais pour la première fois dans mon premier poste, hein, en tant qu'enseignant. Il m'avait dit, tu verras ici, c'était dans la Manche, les gens ont le désavantage de ne pas habiter à la ville, mais ont aussi le désavantage de ne pas habiter, finalement de ne pas connaître le monde de la campagne. Et c'est vrai, et je l'ai constaté avec beaucoup d'enfants. À titre d'exemple, une de mes collègues de maternelle était allée se promener pour aller chercher avec ses enfants, hein, de l'école, ses élèves, pour aller chercher des pommes et pour travailler sur les pommes à l'automne à la récolte. Et en fait, elle s'était aperçue que les enfants lui disaient qu'ils avaient peur de marcher dans l'herbe, hein, parce qu'ils ne marchent plus dans l'herbe, parce que c'est synonyme de danger, et puis parce qu'aussi, vous voyez qu'avec la tique, les gens ont peur de tout. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que nous avons cassé de manière objective ce lien avec la nature, et que ça n'est pas prêt de s'arranger. Ça n'est pas prêt de s'arranger, puisque maintenant nous sommes de plus en plus loin de la nature. Alors certes, il y a des mouvements, hein, il y a des mouvements de gens qui pensent, qui prônent le retour à la nature, mais même avec cet épisode du Covid, eh bien, on se rend compte que ça n'est pas aussi simple que cela, puisque habiter à la campagne, puisque vivre près de la nature, la vraie nature, hein, on peut toujours le faire dans un parc à Paris ou dans une grande ville, eh bien la vraie nature, ça demande de l'habitude. C'est la campagne pour certains, c'est un lieu vide, hein, désespérément vide. Et d'ailleurs, j'en parlais avec une relation hier, et cette personne me disait, mais il sera intéressant de savoir après le Covid, quel est le pourcentage de personnes qui vraiment resteront à la campagne et quel est le pourcentage vrai de personnes qui auront transformé leur essai, qui auront réussi à s'intégrer. Ça rappelle un peu, toute proportion gardée, encore un exemple dont parle Henri Vincenot, ça rappelle l'histoire des babacools, hein, des gens qui en 68 ou 70 venaient à la campagne pour essayer de vivre proche de la nature, hein. Et Henri Vincenot s'en amusait parce qu'il les voyait arriver, il faisait comme il le disait, du feu avec du bois vert, ça faisait beaucoup de fumée, ça leur piquait les yeux, et quelques semaines plus tard, ils étaient repartis. Eh bien, on est peut-être un peu dans le même style d'époque, et le fait de vivre en rapport avec la nature est très 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 important. Et nous ne vivons pas suffisamment avec la nature. Alors qu'est-ce que ça veut dire vivre avec la nature, puisque à la limite quelqu'un qui habite dans le milieu d'une plaine céréalière ne vit pas vraiment avec la nature. Qu'est-ce que ça veut dire que de vivre avec la nature? Eh bien, vivre avec la nature, ça signifie entretenir une relation étroite avec la nature.
Ça signifie physiquement toucher aux herbes, toucher à son jardin régulièrement. Et puis ça signifie aussi observer la nature, ça signifie la protéger, ça signifie peut-être faire partie d'associations. Et tout ça, eh bien, nous n'en faisons pas suffisamment partie, nous ne le pratiquons pas suffisamment. Alors si vous avez, si vous recherchez comment expliquer, une sorte de moyen d'arriver à vous intégrer à la nature, à la partager, à communier avec elle, eh bien, je pense, ne le faites pas dans l'intérêt essentiel d'améliorer votre vie, mais faites-le comme un moyen, comme l'occasion de vivre mieux, et profitez et essayez que ce soit un acte authentique, hein, parce que si vous prescrivez des quarts d'heure nature simplement pour le fait de vouloir aller mieux, ça ne va pas être si simple que ça. Selon moi, pour vraiment aimer la nature, pour réussir à communier avec elle, eh bien il faut se laisser aller, il faut observer, il faut participer d'un temps plus long, hein, d'un temps moins rapide, et puis il faut vivre tout simplement, retrouver un rythme, retrouver une hygiène de vie, et ça se fait naturellement, ça vient naturellement. Et ça ne signifie pas nécessairement vouloir cultiver un grand jardin ou alors avoir un parc à sa disposition ou des animaux pour s'exprimer. On peut fort bien, en habitant dans un appartement, eh bien descendre dans un terrain vague, s'asseoir sur un agglo et regarder la nature qui a repris possession des lieux. Tout le monde peut le faire et c'est quelque chose qui est à notre portée. Voilà, eh bien j'estime avoir traité le sujet là dans ces grands contours. N'hésitez surtout pas à commenter puisque ça nous arrange et ça nous intéresse beaucoup. Et puis, comme je le disais, si vous pouvez, eh bien abonnez-vous et mettez un pouce pour nous aider. Continuez de nous écouter, bonne journée et puis bonne et belle, comme je le disais, journée à vous.